Top, parfait. Donc, je m'appelle donc Jean-Claude Boulet, je travaille dans les études qualitatives depuis un certain nombre d'années et j'ai fait plusieurs formations, notamment de psycho, de philo et beaucoup de sémiologie, mais à l'époque il n'y avait pas encore le CELSA qui travaillait ardemment. Et donc, j'associe un petit peu ces différentes disciplines pour des études qualitatives. Et donc, on m'a proposé de parler donc de la pluridisciplinarité. Et voilà, donc je vais vous en parler pendant 20 minutes, 19 exactement. Et de parler dans le micro, ce qui est préférable. Donc, en fait, il m'est venu une idée, c'était de parler pour introduire. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie qui est un petit peu la méthode pluridisciplinaire, et puis dans un second temps, un cas qui est celui donc du ressort psychologique des joueurs de jeux de grattage. Donc une partie qui est donc un peu théorique entre guillemets et puis pratique surtout et opérationnelle éventuellement ensuite. Donc ça c'est un peu une métaphore. L'idée c'est de partir un petit peu du bricolage donc selon Lévi-Strauss. Pourquoi parler de ça? Enfin, bon, il est mort il n'y a pas très longtemps, effectivement, il en a parlé déjà ce matin. Parce que dans la pensée sauvage, qui déjà pensée et puis sauvage d'un côté, c'est une alliance de mots qui est particulièrement intéressante. Parce qu'on pourrait penser que la pensée serait plutôt du côté rationnel et ce côté sauvage, justement, c'est l'indomestiqué en nous. Mais j'ai pensé que c'était intéressant, justement, parce que il oppose, pendant une dizaine de pages, le bricolage et donc l'ingénieur. Alors l'ingénieur, il utiliserait un peu des matrices préconçues. On est dans un a priori très structuré, qui est plutôt d'une déduction de matrices qu'on a ou de paradigmes, alors que le bricolage, il se retrouve avec un certain hétéroclite ou hétérogène. Donc il a a priori justement pas d'a priori et il fait un peu avec les moyens du bord. Donc d'un côté on aura une structure, de l'autre côté plutôt un événement qui arrive. Donc être en deçà, être un peu dans les signes des choses, ça va avoir évidemment aussi avec la sémiologie forcément. Alors que là, l'autre on est plus dans le concept de l'entendement pur, si on veut s'amuser à parler de Kant, comme on a parlé tout à l'heure. Et donc l'idée là c'est d'être dans un dialogue dans le bricolage, alors qu'il y aurait plus des hypothèses et des théories du côté de l'ingénieur. Voilà. Et donc, la pluridisciplinarité, bon, s'appuie sur plusieurs sens humaines. Forcément, là, j'en ai pris 5, c'est déjà pas mal, je pense, qui sont complémentaires, qui à chaque fois a une pertinence et qui a un angle d'attaque très précis, mais dans des domaines évidemment très différents. Alors, par exemple, la religion, le sacré et le profane, on parlait un peu des marques tout à l'heure, mais ce matin, par exemple pour les marques, Mircea Eliade disait on est crypto-religieux en absence de religion, ou on peut parler aussi du désenchantement du monde. Bon. Donc par exemple une marque comme Apple, surtout en ce moment, puisque demain il y aura une keynote qui sera une grande messe, colle assez bien avec des codes donc néo-religieux entre guillemets, mais enfin des codes qui ont à voir avec le sacré et le profane. On en parle pas mal dans la littérature actuellement. D'un remplacement du religieux tutélaire de l'époque par des marques. Bon, la psychanalyse peut aussi servir en général, et en particulier, là je m'en suis servi pour cette étude, donc c'est tout ce qui est intrapsychique, qu'est-ce qui se passe en dessous, etc., les motivations profondes, plus ou moins avouées. La philosophie plus comme cadre généraux de matrice. Hein, le sensualisme, c'est pas le personnalisme, c'est pas le transcendantalisme. On est dans des mouvances un peu différentes. On est aussi, est-ce qu'on est dans la monologie? J'en peux des mots un peu compliqués des fois, enfin bon. Dans la monologie ou est-ce qu'on est plutôt dans la polyphonie ou dans la dialectique? La sémiologie, je crois que quelqu'un en parle juste après moi, l'Aide de France, donc j'en parlerai pas trop, hein, des constructions de signes. Et puis la sociologie, l'être mondain, je vous donnerai des petits exemples tout à l'heure. Donc, si on continue la métaphore dite anthropologique, on s'immerge donc dans un village. Voilà, le village des bribes, justement, de parole. Alors, l'idée, c'est évidemment de ne pas avoir de jugement préconçu comme le bricoleur est censé le faire. Et donc, une espèce d'écoute flottante qui est un terme un peu psychanalytique d'ailleurs. Bon, à partir de cette écoute flottante, alors, le recueil d'informations est plutôt là encore dans un contexte, et il n'est pas sur le web pour l'instant, mais donc c'est entretien, groupe qualitatif, etc. Donc après, on se retrouve en fait finalement avec des bribes de paroles, justement, c'est intéressant, des fragments discursifs, j'ai appelé ça aussi, bon, et qui partent peut-être éventuellement dans tous les sens, qui sont du projectif, du rationnel, et donc il faut trouver là-dedans
du sens. Donc on arrive à l'interprétation, qui est censée être une recherche de sens. Et donc, là encore, un mot psychanalytique, décidément j'étais bien ce jour-là. Alors, c'est l'association libre, donc moi je vois ça un peu comme un labyrinthe, si vous voulez, hein, de paroles hétérogènes, et puis à partir de ça, se poser essentiellement que des questions, qui sont d'ailleurs mises là, que des questions. Alors, dans le labyrinthe, à quoi renvoient ces paroles et ces pratiques, qu'est-ce qu'on imagine à travers une écoute flottante, hein, donc, hein, là pour le coup, quel autre champ, quelles instances, et quels sont un peu les présupposés, ça c'est aussi philosophique, et quelles relations se jouent. Donc du coup, la pluridisciplinarité, où est-ce qu'on retrouve de tels paradigmes, de tels schèmes, dans d'autres sciences humaines qui auraient étudié ça. Moi j'avais un exemple là qui m'amusait. Bon, par exemple, c'est la Française des Jeux. Mais par exemple, à travers les communications, il y a quelques années, je me suis aperçu que la Française des Jeux mettait en scène un produit, et ce produit, c'est un produit X ou Y, peu importe si c'est un tirage ou grattage, et en général, tout le monde les a plus ou moins vus, le protagoniste, donc, qui incarne le produit, était en général ridiculisé par la Française des Jeux. Et je trouvais ça intéressant parce que, alors, il y a un triangle, et puis alors, on se dit, mais alors, le destinataire, enfin le joueur potentiel, ou voit ça, il aurait une tendance à s'identifier primairement avec le héros qui, entre guillemets, a gagné la somme, que tout le monde veut gagner, et en même temps, il est bouffonnisé. Alors, du coup, on se dit, je peux pas vraiment m'identifier à un bouffon. Et puis, du coup, il se crée une collusion entre la Française des Jeux et le destinataire, qui se moquait finalement du produit qui était bouffonisé, de manière paradigmatique, vraiment de manière énorme, quoi. Je sais pas, un canari, un type gagne au loto, il prend un 300 mètres carrés pour son canari, enfin des trucs, il y en a eu plein, tout le monde s'en souvient sans doute, et je me suis dit, mais à quoi ça renvoie ce truc-là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée, enfin, donc, dans le fameux labyrinthe dont je parle, de me dire que finalement, René Girard a parlé du sacrifice. L'agneau sacrificiel, vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur la religion et sur l'ensemble des mythes grecs, etc. Et en fait, je me suis dit, peut-être que cette idée-là est transposable dans la Française des Jeux, et qu'est-ce que ça donne? Pourquoi pas? Et donc, je me suis aperçu que ça marchait relativement bien, parce que, comme ça coupe l'identification du fait de jouer et de nécessairement gagner. Donc l'identification, elle est coupée. Je peux gagner, mais je ne vais pas forcément gagner. Donc en le bouffonnisant, il y a forcément une distance qui se fait entre le protagoniste et le destinataire du message. Et secondairement, comme il y a une entente avec la Française des Jeux, elle fait un lien implicite et indirect avec le destinataire, de manière un peu institutionnelle, contre le produit qui est quand même vendu. Donc la Française des Jeux serait un peu une hydre à deux têtes de ce point de vue-là, parce qu'elle promeut quelque chose et en même temps, elle fait la collision avec quelqu'un d'autre contre lui. Et en fait, de ce point de vue-là, institutionnellement, elle se protège elle-même en disant, moi je ne dis pas que vous jouez égale gagner. Il y a d'autres marques italiennes, par exemple, qui font carrément une application, vous jouez, donc vous gagnez. Bon. Là, la Française des Jeux, toujours dit, bon voilà, elle se méfie. Bon, c'est un exemple pour illustrer un peu cette pluridisciplinarité, donc à travers quelqu'un qui est assez lointain, qui lui aussi, d'ailleurs, plutôt pluridisciplinaire, qui a beaucoup travaillé sur les textes au départ, littéraires. Voilà. Donc, c'était une petite illustration. Et donc, quelle est un peu la finalité de cette démarche? C'est d'inventer un peu des chemins croisés inauguraux, donc à travers des analogies, des correspondances, hein, peut-être au sens de Baudelaire, hein, chercher des correspondances secrètes. Je pensais aussi à quelque chose de plus ludique, entre guillemets, mais les couloirs du temps dans Les Visiteurs, le film Les Visiteurs, au Jean Reno, le mage, il cherche dans les couloirs du temps. Bon, alors, c'est un peu une métaphore, mais évidemment, on est toujours dans la métaphore. Ce serait un peu ça l'idée de chercher quelque chose qui va un peu transversalement, si vous voulez. Donc des passages entre ces disparités. Et restituer donc, en fait, un vivant pluriel, protéiforme, l'âme tigrée peut-être, je ne sais pas, toujours Gilbert Durand, tout ça. Donc le consommateur pluriel et mouvant est ainsi au cœur d'outils diversifiés. Donc moi je suis parti un peu, c'est amusant parce que ce matin 2 personnes m'ont parlé d'anthropologie, moi je ne suis pas anthropologue évidemment, mais j'associe un peu un certain nombre de matrices puisées dans différentes sciences. Et je me suis servi de la métaphore principale là, qui est celle comme d'entrer dans un village, si vous voulez. Donc ce sera une néo-anthropologisation
et non plus dans l'exotisme, pour le coup. Ou alors un exotisme très contemporain. Donc, voilà, ça c'est un peu l'idée un peu générale. Et donc, il y a eu le cas donc, de la Française des Jeux, l'étude qu'on a réalisée en 2008. Et donc, j'ai utilisé forcément cette méthode. Donc, les objectifs de cette méthode, c'était de faire donc explorer les ressorts psychologiques des joueurs de jeux de grattage, latents et patents, hein, mettre en évidence donc des typologies, et puis proposer des caractéristiques liées à l'univers des jeux pour me permettant d'enrichir une phase qui était après de Niscope. Donc, c'était donc j'étais juste en amont, quoi. Donc là, c'est des résultats d'études qui sont un peu généraux et qui ne trahissent pas, évidemment, l'étendue des travaux qui ont été faits, parce que ce serait péché. Donc, à propos de péché, commençons par la religion. Donc, de manière un peu simple, on peut imaginer aussi qu'il y a... Tout ça s'additionne et se complète. C'est pas, évidemment, l'un ou l'autre. Hein. C'est l'un et l'autre. Donc, tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, de l'espérance, de l'élection, est-ce que je vais être le retenu? Bon, après, il y a des différences entre, évidemment, le tirage et le grattage, puisque le tirage, c'est l'élection majeure, évidemment. Alors que le grattage, c'est une élection partitive, disons. Enfin, quand même, il y a un clin d'œil, il y a un génie, il y a quelqu'un à côté de moi qui m'envoie des signaux, plutôt en général positifs. C'est ça qui intéresse, évidemment, le joueur, au-delà de l'argent. Il y a un côté psychanalytique où on peut voir très bien comme un miroir cette espèce de truc qui révèle quelque chose d'inscrit avant. Donc c'était avant. Donc on peut imaginer que ça a un rapport avec même le stade du miroir, enfin, qu'il y a à voir quelque chose avec une image spéculaire de soi qu'on gratte pour un peu découvrir le chiffre originel avant notre naissance. Oui, ça doit aller assez loin, parce qu'on cherche bien quelque chose dans le grattage, au-delà de simplement gratter. Qu'est-ce qu'on gratte et qu'est-ce qu'on découvre et quelle valeur ça peut avoir. Je me souviens d'un koan, c'était quel était ton visage avant de naître. Bon, alors là c'est un peu embêtant de répondre à cette question parce que c'est un koan, mais c'est un peu ça l'idée. Donc on découvre quelque chose, donc c'est pour ça que déchiffrement, il y a un côté texte caché, sacré, avant en tout cas. Il y a un côté psychopathologique aussi, par exemple, dans le côté un peu régressif, excitation, plus ou moins masturbatoire d'ailleurs. Pourquoi pas, qui joue, parce que je me suis aperçu, par exemple, il y en a qui sont introvertis, vont se cacher pour gratter, puis il y en a d'autres qui, au contraire, font ça. Mais comme c'est très rapide, ça prend pas trop de temps. Et, bon, voilà. C'est une forme de respiration et de pause dans la journée qui permettent d'acquérir une sérénité. Donc c'est un accompagnement. Et donc la philosophie, plutôt la trace, l'ordre symbolique, hein, qu'on peut aussi voir, parce qu'il y a quand même le fait de jouer à un jeu, c'est obéir à des règles d'abord. Et puis la dimension sociologique est très intéressante aussi. J'avais remarqué parce que quelqu'un avait gagné par exemple 100 euros, ce qui n'est pas une somme colossale, il y avait le trophée mis à côté sur la table, le buffet, etc. Donc quand même. Et on ne voulait pas rendre le ticket parce que c'était la preuve qu'on avait été aimé par le destin, par des génies titulaires, ou par des parents anonymes. Enfin, il y a un côté qui est à voir comme ça. Ou par le hasard. Mais enfin, un hasard qui a été bien heureux. Donc tout de suite, on se dit que ça a quelque chose d'intime et de personnel. Donc c'est une espèce de caresse sidérale, d'une certaine manière. Vous voyez que les métaphores vont montrer, c'était après le déjeuner quand même. Et donc, il y a un côté, j'ai gagné, et j'appelle tout le monde pour dire j'ai gagné, mais pas gagné 5 000 euros, gagné 100 euros, 50 euros, j'ai gagné, c'est le principe. Et j'appelle tout le monde. Et toi, ben non, j'ai pas gagné. Bon, ben voilà. Donc, alors là, il y a le côté, je suis aimé, t'es pas aimé. Bon, il y a aussi du René Girard, je l'ai pas fait pour cette étude-là, mais sur le rôle, évidemment, de l'opposition et de la rivalité imitative. Donc, dont il a beaucoup parlé, du fait qu'on n'est jamais seul et qu'on est toujours par rapport à un tiers, et donc que c'est par rapport à ce tiers qu'on va se positionner pour s'opposer. Donc, pour continuer, les résultats, donc, on a un corpus hétérogène de paroles, de bribes, de paroles, etc. On a plein de référents, plein de paradigmes possibles, potentiels, virtuels, qu'on utilise ou pas, et c'est vrai qu'il y a une partie sans doute intuitive, évidemment, de se dire, tiens, est-ce que ça collait, ou est-ce que ça collerait pas, à quelles conditions, etc. Je dirais pas justement de forcer un schéma et de dire, on va le faire rentrer coûte que coûte. Non. Ça vient ou ça vient pas, par analogie, et est-ce que le paradigme est valide, et surtout opérationnel. Et donc, là, je vous donne quelques résultats
qui ont servi après pour cette étude, c'est que le gain, en fait, enfin, ça paraît fou de dire ça, parce que les gens qui jouent au jeu de grattage vont dire qu'ils jouent pour gagner de l'argent, évidemment. Bon, évidemment qu'ils ne veulent pas non plus en perdre. Bon. Mais qu'en fait, le gain n'est pas vraiment, en fait, l'objet finaliste majeur. Parce qu'en fait, c'est une valeur symbolique. Est-ce qu'on m'aime, en fait? C'est comme un téléphone portable, s'il sonne jamais, c'est épouvantable. Épouvantable, il ne sonne pas, personne ne m'aime. Je suis seul, c'est horrible. Bon. Donc là, c'est pareil. Clin d'œil du destin, même des petites sommes, 10 euros, 15 euros, ça laisse entendre qu'il y a un petit truc qui traîne autour qui m'aime bien quand même. Et qui peut servir de matrice pour d'autres choses dans la journée. Il y en a qui vont jouer à un jeu de grattage avant, par exemple, un entretien d'embauche. Ils disent, ah ben, ça a bien commencé comme ça, par analogie, donc ma journée se passera très bien. Comme quoi, on fait plein de parallèles psychiques, parce que mon étude était très axée sur le psychique. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un test de soi qui a à voir quand même avec la parentalité, parce que est-ce que vous m'avez aimé, vous, mes parents, etc. Est-ce que vous m'avez désiré avant que j'arrive? Bon, c'est difficile de répondre. Est-ce que je pensais à toi avant que tu naisses? J'en sais rien. Non. Mais il faut pas. Si on dit ça, je te connaissais pas, je pouvais pas t'aimer. Bon, ben là c'est un peu pareil. Donc c'est un test de soi, c'est-à-dire il y a une faille narcissique béante. Bon, qu'on colmate comme on peut en faisant des études d'ailleurs à l'occasion, et voir en vous les présentant. Mais bon. Il faut bien se débrouiller. Et donc, c'est un test, en fait, de soi, avec cette espèce de jeu spéculaire entre ce grattage et puis moi-même, finalement. Et donc, on attend donc un signe positif, extérieur, symbolique, global. Alors, le ticket, donc, moi, je trouve que c'était amusant, le ticket dans lequel le chiffre du destin est inscrit, puisqu'il est inscrit avant. Ça n'a rien à voir avec le tirage. Le tirage, ça vient après. Donc, la pensée magique, je me dis, ouais, je vais y penser très fort, il y en a qui ont des amulettes, enfin, il y a un tas de trucs, il y a plein de rituels, crypto-religieux, et puis de l'autre, là, il y a le grattage, c'est écrit déjà avant. Donc, je retrouve, l'idée de retrouvailles inaugurales. Et donc, moi, j'ai pensé que ça correspondait assez bien à un oracle contemporain. Et, ben oui, puisqu'il n'y a plus d'oracle, c'est là une sorte de piti, la piti de la Française des Jeux. Et d'ailleurs, en voici une autre, Sophie Reynaud. Magnifique introduction, merci Jean-Claude. Bon, donc je vais faire de bien moins jolies métaphores que Jean-Claude. J'espère que ça marche encore. Ah, attends, c'est bon. Ah, donc voilà, je travaille à la Française des Jeux, donc en département marketing jeux instantanés. Donc pour vous resituer un peu le contexte de la démarche qu'on a entreprise avec Jean-Claude. Donc les jeux instantanés, ce sont à la fois les jeux de grattage qu'on vend dans notre réseau physique et aussi les jeux de grattage qu'on décline sur notre site web. Donc en fait, vous avez sûrement entendu parler de l'évolution du marché des jeux d'argent. Donc la Française des Jeux doit faire face à un enjeu majeur avec l'ouverture du marché très prochaine. Donc vous allez me dire, le grattage n'est pas concerné directement par cette ouverture du marché, donc c'est vrai, cette catégorie restera dans le cadre du monopole. Mais en fait, ce qui se passe autour impacte directement la gestion de la catégorie, donc son pilotage, sa stratégie, ses moyens, et aussi la catégorie elle-même, son attractivité, sa performance, sa visibilité. Donc déjà, on avait un point de contexte extrêmement structurant qui nous a amené à penser un peu autrement notre gestion de gamme. Et puis par ailleurs, en fait, la catégorie grattage est quelque chose de très ancien. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Ça s'est enrichi, étoffé depuis de longues années. Et puis maintenant, on a une offre très large. Donc avec tous ces deux constats majeurs, on va dire, il était important de se reposer sur les fondamentaux de la catégorie, important de tout remettre à plat. On a une grande culture du quali, une grande culture du quanti à la Française des Jeux, mais en fait, pour cette fois, on avait aussi envie d'avoir une approche un peu atypique. Donc, on a fait appel à Jean-Claude Boulet pour mettre au point, en fait, cette méthodologie, sachant que, voilà, il vous a évoqué ces nombreuses compétences et la pluralité, en fait, des méthodologies qu'il peut mettre en place. Donc, on a été séduit par cette démarche, qui était la première étape d'une nouvelle réflexion, dont l'objectif, en fait, est de définir une nouvelle stratégie pour la catégorie, de définir l'identification, le socle qui servira vraiment de base pour voir le cap qu'on peut donner à la catégorie, les moyens qu'on doit
doit allouer, et donc avoir une meilleure connaissance de nos clients. En réalité, on s'est servi de l'étude par Jean-Claude pour retravailler les fondamentaux, les ressorts psychologiques qu'il vous a évoqués, parce qu'en effet, derrière le fait de gratter un jeu de grattage, ça paraît peut-être basique, mais il y a des choses bien plus profondes chez le consommateur et qui nous servent en fait à comprendre comment cela fonctionne, quelles sont ses vraies motivations, comment derrière, finalement, développer l'offre qui va être en totale adéquation avec son besoin. Donc on a notamment, et mon propos n'est pas de vous donner des résultats d'études encore une fois, mais de vous livrer quand même le fait que cette méthodologie a été très opérationnelle pour nous et qu'on en a un usage maintenant quasi quotidien, que personnellement je suis en charge de ces travaux de réflexion sur la définition d'une nouvelle architecture de gamme et que donc nous avons maintenant bien compris comment fonctionne l'acte de grattage, quel est le bénéfice final recherché par le consommateur, quels sont aussi les rôles en fait de chaque élément de l'offre et chaque élément du mix, notamment quel rôle peut jouer le ticket qui finalement, quand vous le voyez dans notre mobilier, est un peu en analogie comme des bonbons dans une confiserie. Donc voilà, comment s'opère le choix du ticket, qu'est-ce qui guide ce choix, qu'est-ce qui motive en fait le choix d'un ticket plutôt qu'un autre, donc le rôle des thèmes, voilà, etc., etc. Et puis ces éléments étant donc maintenant clairement définis, on s'en sert aussi comme input pour le brief ou les cahiers des charges qui nous servent à monter la nouvelle segmentation de l'offre. Donc très brièvement, Jean-Claude a évoqué l'outil Netscope qui est le temps 2 en fait des travaux que je mène avec TNS en l'occurrence pour cette fois travailler sur une segmentation de l'offre qui nous permettra donc de cartographier plus finement en fait les besoins de nos consommateurs, de voir aussi comment se positionne l'offre globale actuelle en fonction de ses besoins, voir et en effet s'il y a des besoins encombrés, des besoins vides, etc. Et donc après, justement encore une fois, de définir cette stratégie, de prioriser nos angles d'attaque et les moyens qui vont avec. Et on se sert également aussi des résultats que Jean-Claude nous a livrés à l'issue de son analyse comme socle aussi d'une nouvelle définition de plateforme de communication. Donc ça nous permet de traduire de façon subtile, parce que finalement tout ce qui a été identifié avec Jean-Claude Boulet est très inconscient. Donc on ne va pas pouvoir s'en servir très explicitement dans notre stratégie ou dans notre communication, mais en tout cas, ce sont des ressorts sur lesquels on va appuyer et qui devraient faire écho chez les consommateurs que nous ciblons. Voilà. Si je peux résumer en quelques mots en fait l'apport de cette méthodologie atypique et encore une fois qui a été très opérationnelle pour nous. J'espère vous en avoir un peu convaincu. Voilà. Merci. Peut-être avant de passer la parole à la salle, j'aimerais vous poser la question de quelques illustrations un peu concrètes de ces choses-là. Donc, ce qui est venu par exemple de la psychanalyse qui a débouché sur quoi opérationnellement, sur un ticket ou sur autre chose, parce que j'avoue que je suis resté un petit peu sur ma faim en termes de visualisation des choses. C'est un peu tout. Enfin, Jean-Claude, tu pourras aussi réagir. C'est un peu la difficulté de vous présenter ce sujet, que ça reste relativement conceptuel en fait pour l'instant, et je peux difficilement vous livrer des cas concrets de traduction sur l'offre parce que nous en sommes à la phase amont de dire voilà quels sont les fondamentaux de la catégorie, l'ADN de la catégorie, et derrière de définir la stratégie globale de l'offre, donc viser tel besoin, tel consommateur. Donc pour l'instant, l'étape de la traduction sur l'offre viendra plutôt dans un temps prochain. Là, en plus, je suis en plein dans ces travaux de traduction sur la stratégie. Et derrière, en effet, l'idée, c'est que ça puisse alimenter, par exemple, le développement d'une offre spécifique, en appuyant, on disait tout à l'heure, pour ne prendre qu'un exemple, le testeur de chance, le côté je taquine ma bonne étoile, c'est vraiment ce que recherche notre consommateur de grattage. C'est peut-être aussi en traduction, pour vous donner quelque chose que vous connaissez, Astro, où là, en fait, on est en continuité parfaite avec le côté je teste ma chance, et en plus, c'est traduit dans l'offre par ce côté miroir où là, on est vraiment dans la bonne étoile. Donc, mais aujourd'hui, je n'ai pas de cas concret à vous donner pour l'avenir proche.
J'avoue ma grande ignorance par contre des différents jeux de grattage. N'étant pas très bon client, je suis désolé. Non, mais il s'avère aussi que la catégorie est très large et qu'elle est aussi pour des non-joueurs très difficile à appréhender. Donc c'est aussi tout le travail. C'est aussi tout le travail que nous faisons. Qui est dans la cible et qui a des bonnes questions, même s'il n'est pas dans la cible. C'est très dur après le déjeuner de poser la bonne question, la première question. J'ai tenté, mais j'étais pas dans la cible, donc c'était un peu plus dur. Vous ne l'êtes que trop, en fait. Xavier, t'as pas de question? Mais vous ne le savez pas encore. C'est vrai que Xavier fait fort ce matin. Là, Daniel Rapoport. Si, c'est bien toi qui as levé la main pour poser une question, hein? Oui, là. Plus bas. Alors, je parle en tant que non-gratteuse, hein, je ne gratte pas. Dommage, hein, parce que le petit tour de récré en 2 minutes, là, ça avait l'air sympa. Non, je voulais juste voir comment vous faites pour... Enfin, quel est le chaînon qui ne serait pas manquant, peut-être, mais qui, pour l'instant, pour moi, est un tout petit peu manquant, entre toute l'investigation en amont, que je trouve très intéressante, et sa transmission, donc, à X équipes, enfin, à vos équipes. Donc, comment vous traduisez, comment vous faites pour que les équipes différentes puissent s'approprier, comment faire que ça soit devenu un langage familier, donc par rapport à une certaine culture peut-être que vous n'avez pas. Alors c'est vrai que ça c'est un vrai enjeu aussi, c'est de s'approprier ces résultats qui sont de prime abord, moi-même, la première fois que j'ai eu des résultats, c'est quand même pas évident d'absorber cette information, de savoir la traiter et puis la digérer et surtout la transformer en vrai sujet opérationnel avec un langage quotidien pour les équipes. Donc moi, je travaille au sein de l'équipe même qui s'occupe de l'offre. Donc déjà, j'étais moi-même en fait en charge de la gestion des marques grattage dans les années précédentes. Donc en fait, ce pont entre la gestion produit opérationnelle, la gestion de marque opérationnelle et on va dire une vision un peu plus psychologique du sujet, du coup est plus aisée pour moi et plus aisée aussi à transmettre en fait aux équipes qui sont en charge du portefeuille de produits. Donc on les a associés aussi à la démarche en les faisant même venir aux interviews, aux groupes, enfin le processus a été aussi d'intégrer en amont toutes les équipes marketing traditionnelles pour que justement elles voient comment se sont construites les choses et à l'analyse après on a aussi tout un wording en fait qu'on a traduit qu'on présente pas ici mais un wording beaucoup plus opérationnel et on va dire beaucoup plus concret pour chacun, y compris pour les équipes marketing, mais aussi pour le top management de l'entreprise qui pas forcément familier de ce genre de choses. Donc c'est un travail en fait de collaboration du début à la fin et pas seulement une livraison de résultats en disant ben voilà essayez de vous servir de ça pour en faire la suite. Donc pour l'instant c'est ce qu'on a essayé de faire et puis après de travailler aussi en sous-groupe avec l'équipe pour traduire ça concrètement en cahier des charges pour les actions marketing. Cette façon-là, en fait. Fin de la récréation. Oui, comme tu m'as sollicité. Moi, j'ai une question alors qui est un peu perfide pour Jean-Claude, mais je suis sûr qu'il va avoir une réponse, formidable. Là, on comprend bien l'apport de toutes ces disciplines et effectivement on va dire la relation avec des éléments très profonds de la psyché, de la mythologie, de la culture en fait, parce qu'on est quand même sur un domaine qui est extrêmement chargé symboliquement et qui de toute manière, quand tu parlais par exemple de celui qui, c'est vrai que c'est étonnant et on comprend très bien, celui qui gratte son ticket et qui gagne quelque part, il est élu. Les dieux l'ont élu, donc ça on comprend très bien. On peut comprendre aussi, je sais qu'on avait travaillé il y a quelques années par exemple sur l'univers du bricolage, qui est aussi extrêmement chargé symboliquement, etc., parce que c'est la maison, parce que voilà. Est-ce que ça te semble aussi opérationnel et si oui, comment, quand tu travailles sur des problématiques qui sont beaucoup plus grande consommation, sur des catégories qui sont plus banalisées? Oui. Alors, des choses banales, je voulais parler de Jean-Paul Gaultier, mais alors pour le coup, ça va pas être facile, je pensais à ça.
qu'est-ce que je peux dire? Bah, il y a Homo Micro, mais c'est un peu vieux. Mais Homo Micro, j'avais travaillé pour Le Verre à l'époque, avant tout, quoi, pour savoir. Il y avait juste une idée, comme ça. Bon, il y a comme l'idée, hein. Singe, homo, lessive. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? 3 mots, débrouillez-vous. Bon. Alors, quelles sont toutes les connotations? À quoi renvoie, par exemple, le singe? À quoi renvoie la lessive? À quoi renvoie tout ça? Et tout ça est arrivé pour cette communication qui a eu un succès assez colossal, qui a intégré, par exemple, aussi bien Coluche, que j'ai intégré aussi dans la réflexion. Et c'est pour ça qu'il avait certainement une salopette, le fameux gorille, parce que le homo lève plus blanc que blanc, qui reprend à la fois donc l'historique de la marque, forcément, pas l'ignorer. C'est-à-dire, dans les années 50, c'est Homo est là, la salle des 120, hein, c'est vraiment très rationnel, il y a le torture test, enfin il y a toute l'histoire de Beau, enfin, Procter aussi, bon, très rationnel, et puis tout d'un coup, espèce d'irruption pour un lancement de produit en plus, très original, très particulier, qui pouvait dire on n'est pas des singes, etc. Bon. Et toute la réflexion que j'ai eue en amont, c'est est-ce que c'est faisable, pas faisable, pourquoi, comment? Bon. Et là, donc, c'était d'arriver au fait que le singe était plus propre que nous. C'est ce que je leur ai dit. Et qu'en fait, parce qu'il était simplement lui-même, alors que nous, on cache tout le temps ce qu'on est. Donc nous, on est secondaire. Alors, donc l'historique de la marque, toutes les connotations des trois objets, si je puis dire. Donc la marque, son histoire, le singe et la lessive. La purification, etc. Bon, sublimation de soins, etc. Et donc, à partir de tout ça, arriver à un objet, ça c'est un objet publicitaire, hein, qui était censé interpeller les gens sans qu'ils se sentent dévalorisés, etc. À travers, par exemple, même une autocritique qui avait été faite notamment par Coluche, c'est-à-dire qui se foutait carrément du langage publicitaire. Bon, voilà, ça c'est un exemple de méthode. Mais en fait, c'est à chaque fois idiosyncrasique, si je puis dire. Il n'y a pas un truc, c'est ce que je disais, c'est le côté pas ingénieur, c'est le côté justement un peu bricoleur, entre guillemets, quoi. Donc on sait, moi je dis toujours c'est Blair Witch. Enfin, avant. Enfin, après, j'espère. Il y a une dernière question de Ishrief. Question rapide et une réponse rapide, et de façon en fait, c'est une question presque pour la précédente question qui vient d'être posée. En fait, si les annonceurs venaient voir comment les qualitativistes discutent entre eux avant de faire des rapports, ils seraient surpris de voir qu'on ne parle que comme ça. La différence avec ce qui se passe maintenant, c'est que les fondamentaux, on les annonce de toute façon de manière évidente, mais on cache, on est obligé de cacher. Parce que l'évolution du marché a été telle qu'on est obligé de cacher la manière dont on raisonne, parce qu'on a l'impression, à tort ou raison, que la plupart du temps, on ne serait pas compris. Alors c'est vrai que là, donc, je rends hommage à cette équipe qui a mis ses fondamentaux en avant, parce que ça prouve quand même qu'on arrive à faire des choses intéressantes et opérationnelles en revenant sur ces fondamentaux. Alors c'est vrai aussi que l'objet d'étude le justifie, parce que c'est vrai qu'on aurait pu ajouter la littérature. Ouais. Par exemple, avec Borges, il y a Loterie à Babylone, donc il faut bien sûr. On aurait pu ajouter l'anthropologie, complètement, bien entendu. Donc il y a plein de modèles qui s'adaptent. Mais l'objet le plus banal qui soit peut aussi donner lieu à ce genre de choses, évidemment. Et on a des tas d'exemples partout. Les lessives, bien entendu, c'est banal, mais je ne sais pas, un parfum, une bouteille d'eau, n'importe quoi. Donc bravo, c'est intéressant de montrer qu'on peut ne plus être les soutiers des études. Oui, c'est ça, les soutiers des études. C'était pas vraiment une question. Mais non, mais c'était pas vraiment rapide, non. Ils m'ont coupé. Bon, merci.